Merci beaucoup Claire de venir parmi nous. On est très content de t'avoir ici. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'était sur YouTube. Et oui, tu... et tu partageais justement déjà ta passion pour des recettes, notamment recettes de mousse de noix fermentée. Excellente recette. Et puis toutes tes connaissances sur les plantes vivaces et sur le jardin-forêt. C'était super. C'était un moment où j'étais en train de réfléchir pour l'installation d'un jardin-forêt ici à Charambeau et ça m'a beaucoup inspiré. J'ai aussi pu lire le livre de la forêt gourmande de Fabrice Desjours, la forêt gourmande où tu es d'ailleurs formatrice. Et j'ai commencé à planter donc le début de jardin-forêt l'hiver dernier, au-dessus, à côté du potager, une première zone. Mais je sentais quand même le besoin de me former au-delà du livre et des quelques vidéos que j'avais vues. Et je suis venu ensuite au printemps à la forêt gourmande pour poursuivre la formation. Et en savoir beaucoup plus, et j'ai beaucoup appris grâce à vous. J'avais fait quelques erreurs que j'ai pu corriger ou que je vais corriger, et c'était vraiment très intéressant. Ce qui est aussi super, c'est qu'à la forêt gourmande, vous recensez les différents jardins-forêts en France. Vous avez développé une carte pour ça, et je me suis d'ailleurs aperçu qu'ici, dans les Alpes de Haute-Provence, autour de Fort-Calquier, il y en avait pour l'instant assez peu de recensés. Donc c'était aussi l'occasion de t'inviter pour en discuter, puis pour planter des graines pour que toutes les personnes qui sont ici puissent développer des jardins forêts ici ou ailleurs. Et c'était aussi un petit peu l'objectif de cette rencontre-là. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venu à connaître les jardins forêts et puis un peu ton parcours et comment t'as développé cette passion-là? Bien sûr, bonjour à tous, ou bonsoir à tous. Moi, à la base, j'étais pas du tout dans ce domaine-là, puisque j'étais dans le domaine de la météorologie, pollution atmosphérique, physique de l'atmosphère et tout ça. Et donc ça a eu le mérite quand même de me faire me poser quelques questions en termes des enjeux environnementaux tout simplement liés aux différentes sources de pollution. Couplé à ça, j'ai éprouvé le besoin aux alentours de 2015 de changer d'alimentation. Donc suite à des problèmes de santé, j'avais besoin de manger plus sain, plus local, plus vivant, plus diversifié. Et à ce moment-là, je vivais à La Réunion d'ailleurs, où c'était très facile de manger beaucoup de bons fruits. Et j'ai eu envie, après avoir fait ce travail sur moi, sur ma propre alimentation, j'ai eu envie d'être actrice des systèmes de production alimentaire. Et donc j'ai fait une petite formation en permaculture. Et puis j'ai eu une opportunité de travail pour une ONG taïwanaise, donc à Taïwan, où j'avais eu l'occasion d'aller auparavant. Et donc mon travail, c'était de développer des forêts comestibles en ville sur l'espace public. Donc jardin-forêt, on parle aussi de forêt-jardin, on parle aussi de forêt comestible. Et donc pour moi, ça a fait sens tout de suite. En fait, j'en avais jamais entendu parler et je me suis dit, ah bah oui, c'est ça. C'est-à-dire un système, on plante qu'une fois, puis c'est un système qui est pérenne, résilient, et puis on passe beaucoup de temps finalement à récolter, à profiter, à savourer. Donc ça matche très bien avec le mode de vie qui me fait rêver. Et de retour en France, il y a 2 ans et demi, j'ai rejoint la forêt gourmande. Toujours pour continuer à faire la même chose, parce que dans mes activités à Taïwan, j'ai bien vu à quel point c'était un projet qui fédère. Donc la mairie, c'était une ville de 400 000 habitants. Au départ, on a développé un petit site de démonstration sur un rectangle de pelouse en plein centre-ville. Et quand je suis partie 3 ans après, on était déjà à 4 sites dans la ville. Et donc c'était vraiment porté par la mairie. Il y avait beaucoup de participation. Les gens étaient contents de venir participer aux ateliers pédagogiques. Et j'ai voulu continuer à faire la même chose en France. Tu as développé ça aussi en France à Cahors. C'est un projet qui est en cours. Tu peux nous en dire un peu plus parce que ça a l'air assez enthousiasmant. Oui, donc il y a 2 ans, après le confinement qui nous a tous marqués, j'ai rencontré des gens qui avaient aussi envie d'agir sur les questions de l'autonomie alimentaire. Et donc on a monté une asso qui s'appelle Autonomie alimentaire Cahors. Comme bientôt il y aura peut-être Autonomie alimentaire Fort-Calquier, on ne sait jamais. Et du coup, la stratégie, c'est d'augmenter la résilience alimentaire du Grand Cahors, mais en faisant en sorte que tout le monde participe. Donc pas seulement les agriculteurs, pas seulement les producteurs. En fait, l'autonomie alimentaire, c'est vraiment l'affaire de tous. Et donc,
notre premier projet, ça a été une agora d'agriculture urbaine en plein centre-ville, sur une pelouse de 400 mètres carrés, donc mise à disposition par la mairie. On a eu un petit budget aussi qui nous a été mis à disposition avec pour construire l'agora. Et donc au départ, dans l'asso, on était 4. Et donc 2 ans après, il y a plus de 900 personnes sur le groupe public Facebook. On a 180 personnes dans la liste des diffusions. Le dernier événement de plantation d'arbres qu'on a organisé, il y avait 70 personnes qui sont venues. Donc en fait, de 4 à la base, on passe à plus d'une dizaine de personnes qui s'engagent. Et comme le projet d'Agora, il a très bien marché en centre-ville, donc l'Agora, il y a une pergola en gros où les gens peuvent se poser, les promeneurs, il y a l'hôpital à côté, il y a souvent des malades qui viennent, il y a le collège juste en face aussi, les ados qui viennent. Il y a une partie avec que des plantes vivaces alimentaires et une autre partie avec des plantes potagères que tout le monde connaît. Donc l'idée c'est de faire de la pédagogie, de créer du lien social pour ensuite pouvoir essaimer les projets à d'autres endroits de la ville. Et donc, comme la mairie a beaucoup aimé ce qu'on a fait, ils nous ont proposé un deuxième terrain beaucoup plus grand, de 1 hectare cette fois, un petit peu excentré par rapport au centre-ville, pour faire un jardin-forêt. Alors, qu'est-ce que c'est le jardin-forêt? Est-ce que tu peux nous le définir un peu plus précisément? Et puis, son lien avec les agroforêts tropicales, qui étaient aussi à l'origine, si j'ai bien compris, des jardins-forêts en milieu tempéré qu'on a maintenant. Le jardin-forêt, c'est un système de production alimentaire, mais qui est basé qui imite le fonctionnement d'un jeune boisement. Donc, on va avoir un système très dense avec beaucoup de plantes vivaces, donc des arbres de canopée, des arbres, des arbustes, des buissons, des lianes, des plantes couvre-sol, des plantes racines. On peut avoir des milieux un peu ouverts, des milieux plus refermés, des milieux aquatiques. On aura des effets de lisière qui permettent d'avoir une très grande diversité de plantes. En climat tempéré, on parle de 7000 espèces alimentaires qui peuvent pousser. Sous les tropiques, c'est plutôt 12 000. Et dans notre assiette, au quotidien, on n'en a qu'une 60aine en moyenne. Donc on a du boulot pour augmenter vraiment la diversité de ce qu'on peut manger. Et sur les 60, je le disais à ceux qui ont fait la balade cueillette, on a 80% de nos calories qui viennent seulement de 4 ingrédients, qui sont le blé, le riz, la pomme de terre, le maïs. Et donc le jardin-forêt, ça propose de sortir un petit peu de ce modèle où toutes nos calories, elles viennent de plantes annuelles, donc il faut replanter chaque année. Et on va avoir plutôt des calories qui viennent des arbres. Donc dans le jardin-forêt, on va avoir des productions vraiment différentes. On va avoir des fruits à coque, on va avoir des fruits connus et d'autres pas connus. On va avoir des feuillages aussi alimentaires, donc on ne va pas se contenter de notre laitue qu'il faut replanter tout le temps, bien que parfois elle se ressème toute seule, mais on va avoir des feuillages vraiment diversifiés. Donc j'ai vu que tu avais un Tuna sinensis là-haut dans ton jardin, l'arbre salade qui a un goût de oignon cacahuète qui est très bon. On va pouvoir manger les feuilles de tilleul, les feuilles de vigne, les feuilles de mûrier. Il y a plein de couvre-sol aussi, les gopodes, les hostas, les lamiers, le kénopode, etc. On va pouvoir consommer aussi les champignons, les fleurs. On va aussi pouvoir consommer la sève d'arbre. On va pouvoir mettre des ruches et avoir du miel. On va avoir des plantes qui vont nous produire du pollen. Donc tout ça, c'est le jardin-forêt. C'est des productions alimentaires, mais pas que. Et c'est ça qui est génial dans le jardin-forêt, c'est qu'on va aussi avoir une production de matière, par exemple du bois pour se chauffer, pour construire, pour faire de la vannerie. Du bois mort. Le bois mort, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. C'est lui qui va attirer les micro-organismes qui vont gérer la fertilité du sol. On va avoir une production aussi de biomasse, c'est-à-dire qu'au lieu de faire venir notre paillage de loin, donc qui désertifie encore un terrain ailleurs, on va produire notre biomasse et notre mulch, notre paillage sur place, avec des arbres. Et puis on va aussi avoir une production très importante. Une, c'est la biodiversité, puisque ça ne sert pas qu'à nous nourrir nous, mais ça sert aussi à nourrir toute la faune. Donc les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les insectes, les pollinisateurs et tout ça. Et puis on va avoir la dernière production du jardin-forêt qui est primordiale, c'est le bien-être. Donc il faut pouvoir accrocher un hamac dans son jardin-forêt.
C'est indispensable. Et donc, aujourd'hui, jardin-forêt, donc nous, on a un slogan, en fait, à la Forêt Gourmande, c'est faites l'ortus, pas la guerre. Donc, la guerre, c'est un modèle de culture en 2 dimensions. Donc, c'est ce qu'on connaît en Europe, en Occident, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et l'ortus, non, c'est le contraire. On a 3 dimensions, on a un système très diversifié. Et ce système-là, on le retrouve à certains endroits sous les tropiques, dans les agroforêts tropicales. Donc, agroforêt, c'est un terme assez récent qui a été mis en avant par Geneviève Michon, qui est une ethnobotaniste et qui a beaucoup étudié comme ça les agriculteurs du monde entier. Et dans les agroforêts tropicales, la différence par rapport à nous, c'est qu'ils intègrent une dimension temporelle. Pas comme nous, où chacun en refait la même chose. Eux, ils plantent aussi pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Ils n'ont pas la notion du profit rapide et puis ils étalent leur production avec le temps. Donc il va y avoir des productions de la première année, par exemple avec des aubergines. On va avoir des productions au bout de 6 mois avec des papayes et on aura des productions au bout de 5 ans avec des jacquiers. Et les agroforêts tropicales, quand on voit parfois... on a l'impression que c'est une forêt primaire. Et en fait, non. C'est une forêt qui est domestiquée. Donc les gens, les peuples, depuis des centaines d'années, ont planté des noyaux de fruits, etc. Puis ça a donné des grandes forêts majestueuses. Et parfois, vu du ciel, on a l'impression qu'il n'y a qu'une canopée avec rien, que c'est un espace qui est complètement vierge. Et pourtant, il peut y avoir jusqu'à 1000 habitants au kilomètre carré dans ce type d'espace. Donc, sous les tropiques, ils ont en gros un seul instrument pour travailler au jardin. C'est la machette. Donc, sous les tropiques, ils n'ont pas du tout peur de se faire envahir par la végétation, pas comme nous. Dès qu'il y a un petit rancier, un arbre qui pousse trop, on se dit, oh là là, on va se faire gagner par la végétation. Mais imaginez, sous les tropiques, ça pousse 15 fois plus vite qu'ici, voire plus. On a des arbres qui font 6 mètres, qui peuvent prendre 6 mètres de haut par an, Et eux, ils ont finalement qu'un seul instrument pour dompter tout ça, puis pour gérer tout ça, c'est la machette. Donc les jardins-forêts en climat tempéré, ça s'inspire vraiment des agroforêts tropicales. Et on va plutôt sculpter une végétation, on va sculpter du plein au lieu de cultiver du vide. Donc 2 dimensions, on est dans le vide en fait, on n'a qu'une culture sur le plan XY. Et donc nous, on accompagne la végétation en volume et on vient la sculpter, tout simplement. Et on a une chute de biomasse qui vient au sol pour enrichir le sol, etc. Ça nous demande beaucoup plus d'énergie d'empêcher l'apparition de la forêt que de l'accompagner. Donc aujourd'hui, la mécanisation, c'est pourquoi ? C'est pour virer... les herbes, les adventices, tout ça, alors que, en fait, si on fait rien sur une prairie, qu'est-ce qui va venir naturellement ? C'est une forêt. Donc on travaille avec la nature et on accompagne son fonctionnement naturel, on l'oriente juste un petit peu pour que ce soit bien pour nous et qu'on puisse s'en nourrir de manière satisfaisante. Énormément effectivement de bienfaits et de vertus au jardin-forêt. Ça donne envie, je pense, à tout le monde d'en installer sur son terrain, petit ou grand. Faut pas croire qu'on a besoin de beaucoup de terrain pour avoir un jardin-forêt. On peut partir finalement d'une petite zone et de différents types. Comment est-ce qu'on peut construire un jardin-forêt dans différentes situations qu'on connaît aujourd'hui ? Effectivement, il n'y a pas de dimension type. C'est-à-dire qu'on peut avoir juste un petit jardin de 60 mètres carrés. Déjà, on va pouvoir commencer à faire ses armes et ses expériences en jardin-forêt. On peut avoir plusieurs hectares, ça va marcher aussi. Après, il y a des gens, notamment en Angleterre, qui ont lancé des jardins-forêts depuis déjà 20-30 ans. Et souvent, ils se sont lancés sur 1 hectare, 2 hectares. Et c'est vrai que quand on leur demande est-ce qu'ils recommenceraient aujourd'hui de la même façon, ils diraient qu'ils recommenceraient sur une surface plus petite, de 4000 m² par exemple, qui est vraiment idéal pour optimiser et avoir ce multi-étagement et pour pas trop disperser son énergie un peu partout. Donc ça, c'est pour la surface idéale. Et après, on peut commencer aussi bien d'une prairie, on peut commencer d'un sol déstructuré, un champ labouré par exemple, c'est possible aussi. On peut partir d'une friche, on peut partir d'une forêt, on peut partir d'une pinède.
Simplement, on peut partir d'une zone urbaine aussi, mais selon le terrain de départ qu'on a, ça va pas du tout être la même stratégie. Du coup, la personne qui part d'une prairie, elle va devoir d'abord faire venir des plantes qu'on dit pionnières. Donc là, il y a une partie des gens qui savent déjà ce que c'est les plantes pionnières, si vous avez fait la balade. Mais ce sont les premières plantes qui viennent, qui n'ont pas peur d'un sol compacté, qui n'ont pas peur d'avoir un ensoleillement toute la journée, qui vont pouvoir justement avoir des racines pivots qui décompactent, qui vont avoir une capacité à tenir le vent. Et donc là, par exemple, on a tous les Eleagnus, on a la baie de goji, on a l'arbre salade, le Tuna sinensis, on a le poivrier du Sichuan. Et donc après, si on part d'une friche, là, c'est encore mieux la friche parce qu'on a avancé d'un pas dans les successions écologiques. Et les successions écologiques, en gros, c'est les stades naturels qui font qu'on passe d'une prairie à une forêt. Donc plus on avance dans la succession écologique, plus on va identifier en fait à quel endroit on en est et on va accompagner le stade en cours. Donc si par exemple vous avez une friche chez vous et vous dites « Ah, je vais planter mon jardin forêt », commencez pas par tout débroussailler. Vous perdez plusieurs années de succession écologique, donc c'est fort dommage. De ne pas enlever les ronciers finalement, voilà. Pour pouvoir peut-être planter à travers. Et ouais. Et donc quand on plante justement dans un roncier, on bénéficie de l'aide des ronces à plusieurs titres. Déjà parce qu'elles vont enlever naturellement la couche herbacée qui est dessous. Donc quand on plante un arbre là-dedans, les racines sont encore toutes petites. Elles sont à la même hauteur que les herbacées. Et les herbacées, elles sont fortes. Elles font une compétition pour l'eau et les nutriments. Donc il faut toujours bien pailler autour. Donc l'avantage de commencer d'un roncier, c'est que la ronce, elle occulte ce tapis d'herbacées. Et donc il n'y a pas de compétition pour les racines de l'arbre pour pouvoir bien se développer. Ensuite, la ronce, elle amène aussi une sorte de microclimat, une protection contre les forts vents, contre les gelées. C'est vraiment intéressant. C'est aussi une protection contre les animaux sauvages. Parce que les chevreuils, ils vont pas aller s'amuser, surtout si on a un roncier, puis on a créé une petite ouverture et on a planté à l'intérieur du roncier. Les chevreuils, ils s'engageront jamais là-dedans, parce qu'il n'y a pas d'issue. Donc, ils se sentiraient pris au piège. Et puis, dans la ronce, il y a une hormone de croissance. Donc, la même hormone qu'on retrouve pour le bouturage, qui permet de booster la croissance des végétaux. Donc, les ronces, c'est super. Et dans une friche, il y a aussi l'avantage d'avoir peut-être des porte-greffes. Donc des aubépines, par exemple, on va pouvoir greffer du poirier, éventuellement. On va avoir déjà certains types de production. On parle des ronces, mais y a les mûres chaque année. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à acheter des mûres séchées dans le commerce. Il y a des gens qui se font un fric de dingue en vendant des mûres séchées. Ouais. Ou des orties séchées aussi. Le prix orties séchées, ça doit être 20 € les 100 grammes en magasin bio, voire plus. Donc voilà. Après, il faut les ramasser. Il faut les ramasser, mais c'est pas si compliqué que ça. Un peu partout. Ouais. Avec le changement climatique et les sécheresses notamment, en tout cas ici c'est plutôt ça la problématique, les restrictions d'eau. Quel type de variété il faut qu'on plante? Est-ce qu'il faut partir sur des variétés plutôt locales ou est-ce qu'on peut aller sur des variétés un peu plus sudistes, un peu plus exotiques? Oui, de manière générale, nous à la Forêt Gourmande, les variétés exotiques c'est un grand oui. Parce que déjà en local, on a peu de diversité, donc ça c'est vrai. Enfin, on a beaucoup moins de biodiversité en Europe qu'en Asie, Chine, Japon, ou qu'en Amérique du Nord. Et donc ça remonte aux dernières glaciations. Avant les dernières glaciations, on avait des forêts mixtes avec un climat plus chaud et humide que celui d'aujourd'hui. Puis les glaciers sont arrivés, la flore a migré vers le sud et elle s'est retrouvée bloquée par la mer Méditerranée et par les chaînes de montagnes, les Alpes, les Pyrénées. Et du coup, il y a une flore qui a été perdue. Donc quand les glaciers ont reculé, il n'y a pas tout qui est revenu en Europe. Et donc au final, on se retrouve avec peu de diversité. Par exemple, en France, on a 470 espèces de ligneux. Au Japon, ils en ont 1200. Donc évidemment, on intègre des essences dites exotiques. Il y en a qui étaient déjà présentes avant les glaciations, qui ont déjà leurs pollinisateurs. Par exemple, c'est le cas de plein de plantes de la famille du lierre. Dans la famille des Araliacées, on a l'angélique en arbre du Japon, qui donne des sortes de grosses asperges. Enfin voilà, c'est une plante qui drageonne, ça donne des grosses asperges, voilà, très bonnes. Il y a aussi le ginkgo,
le ginkgo biloba dont on va consommer les noix du ginkgo femelle, pareil, c'était présent avant. Et donc, en fait, ces essences-là, un peu exotiques qu'on va intégrer dans le jardin-forêt, elles sont déjà implantées en France dans les jardins botaniques et dans les parcs, donc souvent en tant qu'essence ornementale. Donc peu de gens savent qu'elles ont un gros potentiel pour se nourrir, mais Tuna sinensis, l'arbre salade, il y en a qui font 15 mètres de haut dans tous les parcs des grandes villes. Il y a aussi des aziminiers. Je ne sais pas si vous connaissez l'azimine, c'est la mangue de climat tempéré. Donc imaginez un gros fruit, bien charnu, bien juteux, voilà, chair orange. Et voilà, ça pousse en France et puis il y en a dans les parcs à Paris, à Strasbourg, à Bordeaux. Il y a aussi plein de noyers différents, il y a aussi des poivriers du Sichuan. Donc toutes ces essences-là, déjà on les consomme parce que le poivre du Sichuan, voilà, ça devient de plus en plus aussi à la mode. On les consomme mais on les produit pas, alors que ça pousse très bien ici. Donc dans le choix des essences, on va choisir, en fait on va faire un petit mix entre les essences locales et après on va varier les provenances. Donc il y a des essences qu'on va prendre qui sont plus nordiques, qui vont tenir le coup si par exemple l'automne est précoce et humide comme aujourd'hui. et du coup, par exemple, le plaque minier de Virginie. Donc le plaque minier, c'est l'arbre qui produit les kakis. Donc le kaki en général, en France, il y a un porte-greffe qui s'appelle le Diospyros lotus. Et dessus, on va lui greffer le Diospyros kaki, et qui est un arbre japonais. Au Japon, c'est le Diospyros kaki directement. Et donc de plus en plus, on va mettre du Diospyros virginiana, c'est le plaque minier américain, qui est beaucoup plus rustique, qui donne des fruits un petit peu plus petits, mais qui va avoir le temps de produire, même si l'automne ou l'hiver est précoce. En fait, c'est important d'aussi intégrer des variétés plus nordiques et pas que sudistes, parce que les aléas climatiques vont dans les deux sens. C'est pas forcément que des étés plus chauds, ça peut être aussi des hivers plus froids. On le voit aussi, on a parfois des pics de température très froids. Je sais pas combien c'est ici. Ça descend pas tant que ça, mais oui, ça dépend où dans les Alpes de Provence, mais oui, on peut avoir du -10, c'est envisageable. Ouais. Et après, du coup, on va avoir toutes les essences qui ont une provenance plus sudiste. Et donc, par exemple, qui viennent d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. On peut parler des grenadiers pour ça. Donc, les grenadiers, c'est un super potentiel de culture parce que ça a une plante qui supporte une forte amplitude thermique. En gros, moins 17 degrés jusqu'à plus 40. Voilà, aucun problème pour l'été avec les grenadiers. Donc on va choisir des essences qui sont plus résistantes au froid que le grenadier moyen. Et puis on va varier les provenances aussi géographiques, pas que pour l'aspect nord-sud chaud-froid, mais aussi par rapport aux résistances aux maladies. Puisqu'aujourd'hui on a par exemple le châtaignier qui est soumis au chancre. Et donc si on choisit des châtaigniers asiatiques, comme le chancre est une maladie qui vient d'Asie, il y a des individus de châtaigniers qui ont développé la résistance là-bas, et du coup, il vaut mieux intégrer ça. Donc, par exemple, le Castanea mollissima, c'est un châtaignier asiatique qui résiste au chancre. Donc, ça va être pareil pour le frêne. Donc, le frêne qui est très intéressant comme arbre fourrager, parce qu'on peut mixer carrément élevage et jardin-forêt. Et le frêne, il a une maladie, c'est la calarose. Et il y a le frêne à fleurs, qui a en plus une provenance plus méditerranéenne, plus sudiste, qui est complètement résistant à cette maladie et qui en plus tient beaucoup mieux la sécheresse que le frêne commun. Il faut également varier les différents types de plantations par rapport à la façon dont on veut se nourrir. Est-ce qu'on peut vraiment se nourrir et avoir suffisamment de protéines en ayant recours au jardin-forêt ? Bon, tu nous l'as déjà un peu démontré parce qu'on a goûté les boulettes de gland et c'est très très riche et c'est très bon aussi. Voilà, tout ça sans avoir de jardin-forêt. Donc règle numéro 1, ne pas attendre que ces plantes chez soi poussent, mais regarder un petit peu autour de soi ce qui se passe. Et donc, oui, on peut carrément se nourrir. Donc, je parlais des fruits à coque, ça c'est une source de lipides, de protéines aussi. Moi, il y a un truc que j'adore acheter, c'est la crème d'amande ou la crème de noisette qui coûte un bras. Et du coup, je me dis, autant viser de produire ça soi-même, quoi. Après, il y a tous les feuillages. Les feuillages, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup.
Non, on n'a pas l'habitude aujourd'hui, le seul truc qu'on connaît en gros c'est la laitue qui vient à un quart de laitue qui va venir accompagner un plat, mais en fait ça devrait être notre base alimentaire. On a le même système digestif que les grands singes, un ADN 99% commun avec eux, et eux ils ont une alimentation très très diversifiée, mais 50% de leur alimentation c'est des feuillages, donc des feuillages en toutes sortes qui sont très intéressants pour l'aspect fibres, micronutriments, etc. et qui permettent d'aider à digérer le reste aussi. En fait, il faut voir qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, ah ben un adulte, il doit avoir 2000 kilocalories par jour. Mais le problème, c'est que ce qu'on achète dans les supermarchés, c'est des calories vides. Donc il y a des moyens de mesurer ça, il y a des unités de mesure pour ça. Donc ce qu'on va produire avec son jardin-forêt, avec un sol riche, fertile, etc., ben, ça va être bien plus nutritif finalement. Et finalement, peut-être qu'on n'aura aucun problème à atteindre 2000 kilocalories, ou peut-être qu'on les atteindra pas, on s'en fichera parce qu'en fait, on sera comblé, en fait, on se sentira bien plus rassasié. Et le gland, donc pour ceux qui ont goûté les petites boulettes sont sur la table, donc dans 100 grammes de gland, il y a entre 400 et 600 kilocalories. Le gland, il est aussi riche en lipides que les olives. Donc il n'y a que l'acide oléique qui est un petit peu moins fort. Et le gland, c'est une base alimentaire au même titre que l'est aujourd'hui le blé. Donc aujourd'hui, on fait un focus sur les céréales, le blé, etc. Mais dans le temps, avant qu'il y ait l'agriculture, en fait, les gens ils se nourrissaient de châtaignes, de glands, ils faisaient de la farine de gland, de la farine de châtaigne, de la farine de plein d'autres choses. Et on peut faire toute une diversité de recettes avec. Et en fait, je sais pas pour ceux qui ont mangé les boulettes, mais en fait, moi je mange 3 boulettes et c'est fini quoi. Enfin, j'ai fait mon repas en fait, c'est hyper consistant. Donc il n'y a pas de souci à se nourrir du jardin-forêt, mais il faut peut-être adapter légèrement son alimentation. Et il faut savoir aussi que dans le jardin-forêt, on peut avoir des clairières potagères. Donc on peut quand même avoir toutes les choses qu'on connaît aujourd'hui, mais pas que. on va ajouter tout ce qu'il y a autour. Excellent. Bon, ça donne envie, hein. On avait intitulé la conférence Jardin-forêt pour changer le monde. Jardin-forêt, c'est aussi un acte militant pour nos paysages, pour notre alimentation, comme tu viens de nous en faire la preuve. Pour toi, qu'est-ce que ça véhicule comme valeur et comme engagement de créer son jardin-forêt et de les multiplier? Pour moi, d'abord, c'est une pratique qui est basée sur le plaisir. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc moi, c'est comme ça que je prends toutes mes décisions dans la vie. C'est de quoi j'ai envie de faire et du coup, je le fais. Et en fait, du jardin-forêt, j'ai envie de le faire. Intellectuellement, c'est stimulant parce qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de possibilités pour disposer les plantes les unes par rapport aux autres. On s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à transformer, à goûter, à multiplier. Voilà, il y a la multiplication des végétaux aussi qui entre en compte. Et du coup, pour moi, le message le meilleur, c'est pour moi le métier qu'on fait, l'activité qu'on fait, les loisirs qu'on fait. En fait, ça doit toujours être basé sur une envie et sur un plaisir. Et en fait, je me dis, mais qui a envie aujourd'hui d'aller se casser le dos en plein soleil dans un tracteur ou un champ à monoculture? Je sais pas, peut-être il y en a qui ont envie, mais moi, j'ai pas du tout envie de ça. Je préfère prendre mon temps, me balader, me promener, faire mes cueillettes, accrocher mon hamac s'il faut. Mais pour moi, du coup, le jardin-forêt, c'est aussi une invitation à un autre mode de vie où la valeur travail n'est pas celle qu'on essaye de nous inculquer en fait avec cette idée de labour, de labeur, d'agriculture, et où on fait les choses plus par plaisir. Bon, moi, c'est militant surtout pour ça. Et après, pour changer le monde, parce que plein de gens ont des terrains, donc en fait, c'est pas obligé de faire un jardin-forêt forcément pour être en autonomie alimentaire à 100% ou pour gagner de l'argent. En fait, il y a plein d'objectifs possibles. On peut le faire pour le plaisir, on peut le faire pour des raisons esthétiques, on peut le faire pour diversifier son alimentation, on peut le faire pour créer du lien social. Donc comme toi, tu fais aussi ici avec un jardin-forêt qui soit ouvert, visitable, etc. On le fait pour transmettre quelque chose aux enfants, on le fait parce qu'on est fiers de le faire et que voilà, on se fait plaisir. Donc voilà, moi c'est surtout ça. Je te confirme, moi j'ai beaucoup de plaisir à créer le jardin-forêt, dans la conception, dans la recherche des variétés, en réfléchissant à la façon dont je vais pouvoir les arroser, si je fais une irrigation ou pas. La protection des vents aussi, ça m'a beaucoup questionné.
Ensuite, la mise en œuvre, la plantation, c'est aussi un vrai plaisir. Moi, je ne le perçois pas du tout comme un travail, avec le plaisir à venir. Ça commence tout doucement à avoir des petites récoltes. C'est ça aussi qui est super dans le jardin-forêt, c'est que dès la première année, si on a planté quelques vivaces au sol, on peut avoir déjà des premières récoltes. Et moi, ça me stimule beaucoup aussi. Comment est-ce qu'on peut faire connaître et rayonner le jardin-forêt pour donner envie d'en créer sur des régions ici comme à Fort-Calquier, un peu plus sudistes et où, voilà, où on a aussi certaines contraintes. Ben, je pense que comme tu le fais toi déjà, c'est pas mal. C'est-à-dire ouvrir un peu sans lieu à la visite, proposer des petites visites, proposer des événements amusants. Donc en fait, moi, ma stratégie à Cahors pour faire connaître ça, ça a été d'abord de travailler sur le projet d'Agora en centre-ville. Très visible, très accessible, que tout le monde voit. Et en fait, les gens voient « Oh là là, c'est vachement productif, oh là là, je goûte des nouvelles plantes, etc. Oh, c'est trop bien, du coup, je vais m'investir. » Et puis, de petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui s'investissent. Organiser des événements qui soient, en fait, à la fois où les gens aient l'impression de venir apprendre quelque chose, à la fois où ils aient le sentiment de se sentir utile, et à la fois où ils passent un moment agréable en bonne compagnie. Donc pour moi, c'est les 3 ingrédients pour donner envie aux gens de s'impliquer sur ce type de choses. Ouais, j'ai vu les photos du jardin-forêt, de son installation à Cahors, et c'est vrai que les gens ont l'air tous enthousiastes, et il y a aussi beaucoup de monde, c'est impressionnant. Et ça a pris comment ce jardin-forêt à Cahors? C'était avec la municipalité? Oui, c'est la mairie. On a une subvention de 10 000 euros de la part de l'État dans le cadre d'un appel à projet sur les jardins partagés d'un plan France Relance. Et en fait, moi, je travaille aussi beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc, on peut en dire du mal, etc. Mais moi, j'utilise la version positive des réseaux sociaux. Et du coup, c'est exactement pareil. Donc, à chaque étape, même s'il y a encore personne dans le projet, je vais faire entre guillemets croire qu'il y a des gens dans le projet. Et en tout cas, qu'il se passe des choses. Donc, partager une petite action toute simple. Je sais pas, en général, tu postes une photo avec quelqu'un qui sourit et qui fait quelque chose qui a du sens. Bon, ça marche et puis c'est partagé, puis ça fait des buzz. Donc, les réseaux sociaux, c'est une méthode pour donner envie, pour attirer. Après, il y a l'organisation d'événements un peu festifs. Par exemple, nous, la semaine prochaine, à Cahors, on organise une disco smoothie. Voilà, c'est pas une disco soupe parce que ce sera froid, du coup on appelait ça des smoothies, mais là c'est festif, donc ça attire pas mal de gens. Et alors, c'est pas tous les gens qui vont venir un peu au quotidien de manière hebdomadaire sur l'entretien. En fait, ça va même pas être les mêmes gens qui viennent sur les événements festifs ou sur les événements de l'entretien quotidien ou sur les réunions. Par exemple, nous, avant de commencer le projet, il y a forcément une phase de conception avec 3-4 réunions qui s'enchaînent où on réfléchit le choix des essences, la gestion de l'eau, le zonage, etc. Et puis, une fois qu'on est concrètement sur le terrain, les premiers gens de la conception disparus, et puis c'est d'autres gens qui arrivent qui n'avaient pas du tout envie de réfléchir, en gros, mais qui ont envie de faire. Et donc, c'est OK. En fait, il n'y a pas de souci, quoi. Chacun s'implique de la manière qui est la plus simple pour lui. Donc il y a des gens, ils vont s'impliquer, ça va être juste prendre des photos. C'est souvent mon cas d'ailleurs. Et d'autres gens, ils vont faire à manger pendant que les autres bossent. D'autres, ils viennent là, ils sortent du boulot, ils ont un boulot un peu intellectuel, tout ça. Ils n'ont qu'une envie, c'est se défouler et creuser 150 trous. Alors, on en a un comme ça dans l'assaut, il est expert comptable. Et en fait, c'est notre champion pour faire les trous. Se défouler. Il se défoule. Alors, un jour, j'ai essayé de lui demander, tu voudrais pas nous faire la compta? J'ai dit, oh, je viens pas pour ça. Donc, c'est rigolo. En fait, chacun s'implique de la manière qui est la plus fluide. Et en fait, l'idée, c'est de pas culpabiliser les gens. C'est ça l'avantage des projets collectifs. C'est-à-dire que t'as pas besoin de tout faire tout seul de A à Z. Donc, nous, l'année dernière, on a planté 300 arbres au jardin-forêt. J'imagine même pas si j'avais dû les planter toute seule. J'aurais mis 3 mois, 4 mois, alors que là, en 2 jours, c'est fait. Et puis en fait, les gens viennent quand c'est OK, quand ça les arrange. Et souvent, on a un projet qui tourne et qui avance vite, justement parce qu'on est nombreux et qu'on met en commun, en fait, sur un plateau, nos compétences au service d'une cause qui nous arrange tous et qui fédère. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à Cahors,
personne ne sait ce que c'est vraiment un jardin-forêt. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'asso, mais moi je suis la seule à être en Bourgogne, à faire des formations, à voir le jardin-forêt de la forêt gourmande, et à Cahors, personne n'en a jamais vu. Mais c'est pas pour ça que les gens n'ont pas envie de le faire et ils pensent pas que ça a du sens. Donc en fait, ils pensent que ça a du sens, donc ils s'impliquent. Bon, il faut qu'on fasse la même chose à Fort-Calquier, qu'on réussisse à se mobiliser pour lancer une dynamique comme ça, pour créer aussi un jardin-forêt collectif. Ça donne envie. À mon avis, tu devrais tout de suite demander aux gens de lever le doigt pour ceux qui sont motivés. Ouais. Ouais, on va les mobiliser dès ce soir. Ouais, je pense que c'est l'hiver approche, il va bientôt falloir planter les arbres, donc on va y aller. Et pour des perspectives à plus long terme et pour d'évolution des jardins-forêts, d'ici, disons, 2050, comment tu vois l'évolution de cette pratique-là, de ce concept-là? Comment est-ce que tu penses qu'il sera généralisé? Quel est ton rêve par rapport à l'avenir pour les jardins-forêts? 2050, à mon avis, moi je vois bien, je suis bien placée pour voir comment la dynamique évolue. Du coup, à mon avis, en 2050, chaque commune aura son jardin-forêt communal. Et je vois bien, là, c'est vraiment une grosse dynamique là-dessus. Et ensuite, il y a de plus en plus de gens qui ont leur propre terrain aussi, qui sont intéressés par ça, qui sont intéressés par l'aspect biodiversité, gain de temps, limitation de l'arrosage, etc. Sur la production vraiment commerciale autour des jardins-forêts, c'est plus lent en France par rapport à d'autres pays comme en Hollande surtout. Ouais. Les Pays-Bas ils sont très en avance, ça fait 20 ans déjà qu'ils ont lancé les jardins-forêts commerciaux, mais parce que eux ils ont une pression foncière et que du coup leur foncier chez eux c'est pour les agriculteurs et du coup les changements de pratique viennent des agriculteurs et du coup là-bas il y a quelqu'un qui est pionnier sur ce sujet-là. Pour l'instant en France ça commence mais ça fait que commencer, donc il n'y a pas encore vraiment de recul autour de ça. Et pour moi, il y aura une mutualisation des pratiques aussi. C'est-à-dire, je pense que pour les jardins-forêts, il ne faut pas viser une compétition par rapport au système de production agricole actuel. C'est plutôt une complémentarité et venir faire petit à petit bouger le curseur. Moi, j'aime bien parler des curseurs. Donc, par exemple, j'ai mon curseur de quelle est la proportion d'ingrédients sauvages que j'ai dans mon alimentation. Et donc, je vise pas 100%, mais je vise d'augmenter un petit peu le curseur et de baisser le curseur d'aliments qui viennent d'une monoculture, etc. Et donc, pareil pour les jardins-forêts, l'idée, c'est de voir comment le curseur des jardins-forêts privés et communaux peut augmenter petit à petit pour arriver à une sorte de point de bascule où il y a plein d'agriculteurs qui commencent à se dire je vais intégrer un jardin-forêt, pas pour en tirer tout de suite des bénéfices, mais dans un coin de ma parcelle, dans un coin de mes 80 hectares par exemple. Je pense que je peux dédier 1 hectare à un jardin-forêt. Donc j'imagine une transition vraiment très douce comme ça, mais en 2050 avec beaucoup plus de jardins-forêt, c'est sûr. Et surtout que tu as 7 hectares ici, non? Ouais, 7 hectares. 7 hectares de jardin-forêt déjà à Fort-Calquier. On pouvait peut-être repasser à quelques questions. Ouais, du public, faire un peu circuler la parole. Toujours des questions. Moi, je me demandais, est-ce que tu penses que ce serait possible ou envisageable, dans quelle mesure est-ce que le jardin-forêt, ça pourrait devenir un système d'alimentation en soi, dans le sens où, dans un monde idéal, est-ce qu'on pourrait faire disparaître la monoculture et remplacer notre alimentation au niveau national entièrement par du jardin-forêt ou de la permaculture Évidemment. Go. Alors déjà, première étape, il faut qu'il y ait dans chaque commune un atelier de transformation du gland. Enfin, un atelier transfo tout court. Mais surtout du gland parce que c'est une énorme base alimentaire, ou de la châtaigne dans les régions où il y a plein de châtaignes en plus. Mais déjà un atelier de transfo où il n'y a plus de gaspillage, parce qu'aujourd'hui on passe à côté de beaucoup de ressources. Je vois devant l'hôtel là, je suis tombée dans les figuiers plusieurs fois aujourd'hui, mais j'ai vu qu'il y a plein de pertes. Il y a plein de figues qui sont au sol. Et en fait, le figuier et le plaque minier, c'est des arbres qui sont pleins de ressources. Un plaque minier, ça peut être plus de 500 kg de fruits un pied par an. Même plus. Moi, j'en ai eu l'année dernière à 800 kg de fruits. En fait, personne ne ramasse les fruits du plaque minier. Personne ne ramasse les kakis.
Enfin, il y a des gens qui les ramassent, mais globalement, moi, quand je me promène et tout, je vois que les kakis sont pas ramassés. Donc, imaginez, on fait sécher tout ça. Donc, 800 kilos de kakis séchés. Donc, on pourrait carrément faire sécher tous les kakis, toutes les figues. C'est déjà des choses qui sont... On sait que ça se mange, on sait que c'est bon. Tout le monde achète des figues séchées, personne ne mange les figues. C'est fou ça quand même. Donc en fait, on a vraiment un potentiel déjà de se concentrer sur l'existant pour le transformer et le stocker. Et ça, c'est créateur d'emplois. Donc la personne qui s'occupe du séchoir, la personne qui s'occupe de la collecte et tout ça, après c'est vendu en circuit court. Et en fait, petit à petit, comme ça, tu arrives à une création d'emplois et à une nouvelle économie basée sur les jardins-forêts. Il y a l'histoire des pignons de pin aussi. Je pense que vous devez en avoir, non, dans la région des pignons de pin, peut-être Pinus pinea. Et ben les pignons de pin, en France, à ma connaissance, il n'y a pas de filière sur les pignons de pin. Et pourtant, on en achète cher. Par contre, en Espagne, il y a la filière des pignons de pin. Du coup, les Espagnols, ils viennent en France ramasser les pignons qu'on ramasse pas. Et puis, ils vont reconditionner tout ça en Espagne et nous les revendre plus cher. Donc en fait, c'est plein de petits trucs comme ça qui peuvent être vraiment beaucoup optimisés pour changer les pratiques. Après, il y a aussi un gros besoin de pédagogie. Et il est énorme en fait, le besoin de pédagogie. C'est pour ça que, il faut ouvrir ces projets-là, faire goûter, faire des ateliers cuisine, etc. Parce que si on continue à manger comme on a l'habitude, évidemment, on va pas arriver à se nourrir des jardins-forêts. Donc, faut faire évoluer légèrement notre alimentation aussi. Faut aller voir des restaurateurs, des chefs qui intègrent petit à petit ces ingrédients qui sont parfois méconnus. Et en fait, si eux, ils les intègrent, ça crée aussi une pression sur la demande. Donc les producteurs et tout vont s'adapter puis produire plus. C'est juste que quand je t'entendais parler, je pensais beaucoup à la notion de temps, du temps à consacrer au jardin-forêt et au fait de pouvoir mettre en place un jardin-forêt alors qu'on vit dans notre société actuelle, dans lequel on travaille... Enfin, pas moi, mais beaucoup de gens travaillent 35 heures. Et que c'est vraiment non seulement un apprentissage, comme tu l'as dit, une formation, une transmission, et aussi un temps de prendre soin. Quand tu parlais du hamac, de mettre un hamac, et je trouve que ça s'étend un peu à tous les paramètres de notre société, où il faudrait qu'on ait tous le temps de mettre un hamac et de passer du temps et de pouvoir se reposer dedans et de pouvoir avoir aussi du bien-être dans notre vie et que je trouve que tous les paramètres de la société sont très éloignés en ce moment de pouvoir prendre le temps et prendre le soin de son alimentation. C'est vrai, il y a cette notion de temps, même si le jardin-forêt en tant que pratique alimentaire, elle permet un gain de temps. Parce qu'on plante une fois, en gros, et puis après, c'est qu'un travail de cueillette, de transfo, mais qui existe aussi pour les plantes qu'on consomme. Enfin, c'est déjà le cas. Donc, en fait, on va gagner du temps parce que c'est des plantes pérennes. Et après, le temps, je vais peut-être vous raconter mon métier actuel. Aujourd'hui, c'est rigolo parce que moi, je travaille à l'association Forêt Gourmande, du coup, qui fait la promotion des jardins-forêts. Et en fait, on est sollicité alors pour de la conception, pour des visites commentées, pour des formations et des fois pour des ateliers. Et en fait, ça m'est quand même arrivé au moins une bonne dizaine de fois dans l'année qui vient de passer d'être sollicité pour des ateliers cuisine où je proposais aux gens de transformer du gland, par exemple. Et donc, du coup, ça a l'air d'être mon travail. Et c'est dingue parce que pour faire ce travail-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis partie en rando. J'ai ramassé quelques glands et puis après j'étais devant des gens très sympas où j'ai passé un bon moment de partage et tout ça, puis on a cuisiné tous ensemble. Voilà, aujourd'hui c'est devenu ça finalement mon métier, qui est, tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais on a tous le choix de changer un peu de voie. Et moi la voie qui était tracée, à savoir... bosser pour des grandes entreprises à légitimiser les impacts environnementaux, et finalement j'ai décidé de ne pas la suivre. J'ai pas réussi. En fait, j'avais pas la motivation pour la suivre. Et finalement, j'ai recréé une activité qui me correspond beaucoup plus.
Et du coup, je suis sûre que tout le monde a le choix, en fait, de faire cette démarche-là. Et c'est un peu ça, c'est un peu un changement de son paradigme de vie. Il faut Et oser. en fait, en allant vers le jardin-forêt, tu changes tout ton système de vie, toute ta manière de vivre. Tu changes tout. Et puis, comme c'est un projet qui est vraiment encore nouveau, il y a pour le moment un gros besoin, comme je disais, de pédagogie. Donc, c'est-à-dire il faut pas se dire ah ben je change tout pour devenir en fait producteur, planter des arbres et tout. Non, je peux des fois tout changer pour faire de la com autour des jardins-forêts, pour écrire un livre, pour développer des recettes, pour tu vois faire faire de la cuisine, etc. Il y a 1000 métiers autour des jardins-forêts. Ça peut être aussi, pour ceux qui ont l'esprit voilà, de la conception, ça peut être aussi de l'enseignement. Il y a beaucoup de possibilités. Et après, ce qui est dur, c'est de sortir de sa zone de confort quand on quitte une situation voilà, confortable financièrement, quoi. Merci beaucoup Claire pour ce partage-là. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci Claire pour les différentes balades cueillettes que tu as fait dans l'après-midi. Avec plaisir, j'ai empoisonné personne, a priori, du coup on est sauvés. Ouais, c'est bon. Bon. En tout cas, tout le monde a beaucoup apprécié. On a eu des retours super positifs. On te remercie. Merci à vous pour l'accueil. Et Avec pour le grand jardin-forêt, évidemment. Et puis pour les jujubes. Oui. On a beaucoup de jujubes finalement. Ouais, finalement, il y a beaucoup de jujubes.